Salam alaikum Azul, bonsoir. Le gouvernement communique, le ministre de la Justice communique. Pour nous dire quoi? Pour nous dire ceci, je cite. Les sanctions pénales prévues en la matière sont énoncées dans les articles 294 à 313 de la loi organique portant régime électoral qui prévoit des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 20 ans. Peine d'emprisonnement allant jusqu'à 20 ans, notamment pour les actes de destruction ou d'enlèvement d'urnes, d'atteinte au déroulement du scrutin et trouble aux opérations de vote. Fin de citation. On nous dit donc en substance, et on nous le répète en boucle, que quiconque détruit ou enlève les urnes dans les bureaux de vote, des urnes dans les bureaux de vote, et quiconque tente d'empêcher ou de troubler la tenue des élections sera passible d'une condamnation à 20 ans de prison. Cette très lourde peine a été prévue par la dernière loi électorale, celle de mars 2021, et rappelons que lors des dernières élections, les présidentielles du 12 décembre et le référendum constitutionnel du 1er novembre, toute l'Algérie avait massivement boycotté ces élections. Non pas seulement boudé les élections, comme cela se faisait d'habitude depuis très longtemps, mais boycotté très activement à l'ombre du Hirak. Mais en Kabylie, la désobéissance civile a été observée à son maximum, puisque non seulement les électeurs de cette région ont massivement boycotté, mais ils ont poussé le militantisme, j'assume ce que je dis, jusqu'à empêcher la tenue des élections. À ceux qui leur ont reproché d'avoir transgressé leur propre profession de foi démocratique et d'avoir empêché les électeurs qui souhaitaient participer à ces élections de pouvoir le faire, les militants kabyles répondent tout simplement que chat échaudé craint l'eau froide, que le régime a de tout temps usé des très rares votes de la région pour frauder, bourrer les urnes, faire voter des militaires de la région dans plusieurs bureaux de vote et faire croire aux opinions publiques, nationales et internationales, que la Kabylie a voté massivement. Et donc, disent ces électeurs kabyles, il a été décidé massivement, à l'unanimité, de ne pas permettre au régime, à la mafiocratie, de contourner le boycott par la fraude et le bourrage, et que le seul moyen d'y parvenir est d'empêcher le vote scélérat de se tenir. Une stratégie très simple, pas de vote organisé par une mafiocratie que le peuple algérien cherche à chasser de sa vie. Et cette attitude qui a distingué la tenue des deux scrutins, présidentiels et constitutionnels, a été très fortement observée dans toute la Kabylie, au point où les résultats pour les présidentielles ont été de 0,4%, 0,4% à Tizi Ouzou et de 0,18% à Bjeya. C'est dire ce qu'est l'engagement et le militantisme dans cette région. Mais pour le régime, cette attitude s'apparentait à une dangereuse rébellion. Un très mauvais exemple qu'il fallait éradiquer à tout prix pour éviter qu'il ne fasse tache d'huile dans les autres régions du pays. Alors, qu'à cela ne tienne, la loi électorale de 2016, dont les dispositions pénales ne prévoyaient pas ce genre de situation, a été mise à la corbeille et remplacée illico presto par une nouvelle loi, la loi électorale de mars 2021. Et là, deux nouvelles dispositions. L'article 197 et 198. Je vais vous les lire. Article 297. Quiconque aura détruit l'urne à l'occasion d'un scrutin est passible de l'emprisonnement de 5 à 10 ans de prison et d'une amende de 100 000 à 500 000 dinars. Dans le cas où la destruction a été commise par un groupe de personnes et avec violence,
la peine sera la réclusion de 10 à 20 ans et d'une amende de 500 000 à 250 millions de centimes. Article 298. Quiconque aura enlevé l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 dinars. Dans le cas où cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes et avec violence, la peine sera la réclusion de 10 à 20 ans et d'une amende de 500 000 à 2 500 000 dinars, jusqu'à 20 ans de prison et 250 millions de centimes. Mais la question qui se pose est autrement plus lancinante. Qu'est-ce qui est réellement criminel et qui mérite que le législateur le sanctionne très lourdement? Que la population de toute une wilaya se mobilise pour éviter qu'une élection truquée par avance puisse se tenir et permettre à un pouvoir illégitime de détourner la volonté populaire, de la travestir, de l'altérer, de la truquer, ou alors que des fonctionnaires et des sécuritaires de tout poil soient missionnés pour bourrer les urnes, détourner les bulletins de vote, faire voter les morts, faire gagner qui n'a pas été élu et faire perdre qui a été choisi par les électeurs. Qu'est-ce qui est plus criminel, mes chers amis, et qui mérite d'être sanctionné très lourdement? La logique voudrait que la population qui a permis d'empêcher la forfaiture soit félicitée et que les voyous qui ont bourré les urnes et truqué les élections soient très lourdement condamnés. Or, si le régime a donc prévu de condamner à 20 ans de prison toute une population, si elles avisent encore de préserver la vraie démocratie, il n'a rien changé aux sanctions pénales des fraudeurs. Les articles de cette même loi électorale, qui disposent des sanctions pour les fraudeurs, prévoient des peines de 3 mois de prison à 3 ans de prison et d'une amende de 6 000 à 60 000 dinars. Une peine qui pourrait être portée au double si elle est commise par des agents chargés des opérations électorales. L'autre question qui se pose est pourquoi le régime n'a-t-il pas prévu une peine de 20 ans de prison pour le fraudeur? Et la réponse est toute simple, je crois. Le régime ne pourrait plus frauder. Donc, pas folle la guêpe. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري اليوم الشعب Alors, Algérie, sombre perspectives électorales. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Nordine Aoussat, écrivain, conférencier. Nordine Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Sidi Jamal. Merci. Hakim Haddad, militant politique. Hakim, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Merci de l'invitation. Bonsoir. Merci beaucoup. Maître Saïd Salhi, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui sera avec nous depuis Alger. Maître Saïd Salhi, merci d'être avec nous. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Juste pour la précision, je ne suis pas avocat, je suis défenseur des droits de l'homme. Merci, Yamal. Ah oui, le comble, c'est que je le savais. Oui, je sais. C'est pas moi qui ai commis l'erreur, hein. Je me suis contenté de lire, mais je n'ai pas réfléchi. Merci beaucoup, Merci à vous. Saïd Salhi. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Alors, quelques informations du jour pour Tahar Missoum. Vous connaissez, spécifique. Oui. L'ex-député qui... Oui. Il a été condamné ce jeudi 6 mai 2021, aujourd'hui, à 2 ans de prison ferme, assorti d'une amende avec mandat de dépôt immédiat pour atteinte à la personne du président de la République et incitation à attroupement non armé, entre autres. Oh là là. Zino Rahel,
a été placé sous mandat de dépôt aujourd'hui. Pour rappel, Zino a été arrêté le lundi 3 mai sur le lieu de son travail. Il a été placé en garde. Je suis en train de lire le communiqué de la CNLD. Hein. Oui. Une perquisition au domicile familial et le travail de Zindine, qui ont eu lieu le mardi 4 mai, après présentation devant le procureur. Celui-ci a décidé de le présenter et finalement il a été donc condamné. Alger, procès de Abdelnour Aïd Saïd, renvoyé au 3 juin. Et là, nous allons voir une courte vidéo. Alger, les enseignants de l'école primaire Zoued Nordin ont organisé un sit-in à l'école pour demander le départ de la directrice en raison de pratiques absolument incroyables. Ils accusent leur directrice de vouloir les forcer à signer des formulaires, les stémarat, des formulaires de candidature. D'après eux, hein, c'est eux qui le disent, ils disent qu'elle a voulu exercer une pression considérable contre eux parce qu'ils ont refusé de signer les formulaires de candidature. Eh ben. Voilà. Alors, avant de vous donner la parole, mes chers amis, d'entamer notre émission, vous avez vu cette vidéo qu'a passée le NTV sur Ammi Mohamed ou Khalti Baya pour nous dire, regardez, même les hirakistes critiquent le Hirak. Ouais. Hein? Et ils ont passé un montage. Alors, je vais me contenter de passer la vidéo de Lotfi Double Canon qui a un peu commenté cette histoire. Nous allons le regarder. حنسمعوا دابور وراح نشوفوا لي كوبور ما كانش جمله فيها فعل مفعول به، يبدا الجمله تتقص تدخل في جمله اخرى، في الجمله الثانيه تزيد تتقص تزيد تدخل في جمله اخرى، في الجمله الاخرى نديو كلمه برك، كلمه وغير مقصوص. يعني مولا السيد هذا عمي محمد اللي تشوفوه الاول قال لك انا هدرت قريب ساعه ونص، من ساعه ونص جابوا لنا 22 مينوت اخاوتي ولا اقل، استغفر الله ربي، هدر 22 مينوت، جابوا لنا قريب دقيقه قص كلمه، وحتى كي تسمعوا ما تشوفوش انه يسب الحراك ولا يقول نحب بلادي نحب الجزائر، يعني وما قريب مقصوصه. نروحوا نسمعوا يا خاوتي سي محمد الحال عمي محمد المعروف في الحراك وش قال. تفضل. يقلقني بوليسي ولا جدرمي ولا عسكري ولا انا ما يقلقني حتى واحد. انا هذه دوله عزيزه ماتوا فيها رجال ومازال عندنا رجال. الرئيس واش قال؟ قال لك الحراك مبارك. اخاك هذه مبارك واش فيها؟ فيها المحبه والتخوه يسرقوا البلاد. صحاب العصابه. انا ما نقبلش بلادنا باش تنضر. بلادنا يوم يخلطوا فيها ما قدرولهاش. شحال واحد يقول لك رفد ورقه، قول ما نرفدش انا نمشي. لا زعما واحد زعما يقول لك هاك ورقه ولا نرفدهاش ولا نرفدها. نزيد ندير التخت العمري، ما نديرش التخت العمري، ندير فلوس. هذا اللي يستغل في بلادنا انا وكل عليه ربي. هذوك اللي يخلطوا يا ربي يكشفهم. انا يخلطوا والله غير يكشفهم ربي. خاطر هذه البلاد هذه ما جاتش عندك، خرجت بالدم. انا لو كل ربي انا نقولك بلي درنا الجزائر بحاجه لباش تقيس الجزائر نوكل عليها ربي، هذا ما وانا نحب الجزائر نموت عليها، خاطر انا الجزائر. هذا هو خوتي، نحب الجزائر نموت عليها، اللي قيس الجزائر نوكل عليه ربي. الحراك قال عليه الرئيس مبارك، هي وينو المشكله؟ وينو الاختراق الحراك؟ وينو شفتوا العنوان؟ وراح يهضر على الحراك. روح يا سيدي، ما كان اي جمله قدروا يصوتها له ويقاو باللي الحراك راهو سب زعما الحراك ولا لا، اي جمله ما كانش. تعاودوا نسمعوها نعاودوا نحسبوا حتى قداه نقصه، 17 نقصه يا خوتي، ما خلاوش حتى جمله مفيده. C'est incroyable. Hein? Incroyable. Alors, Athman, hier, l'a reçu sur la chaîne Magharibia par téléphone depuis Alger. Nous allons écouter Ami Mohamed sur El Magharibia. الحاج محمد حميش أحد سكان العاصمة، وتعود على الحضور في مسيرات الحراك الطلابي وكذلك حراك الجمعة، وهو معنا الآن المباشر. سي محمد حميش، رمضان مبارك. حبينا فقط نعرفوا قضية هذا التسجيل والحضور نتاعك في بالضبط في هذا الفيديو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. ورحمة الله تعالى وبركاته.
صيامكم قيامكم ان شاء الله، كل عام بخير ان شاء الله. شكرا. فهمت. وانا كل حال هذا الحراك هذايا هذا حراك مبارك، فهمت. هذا واش انا طالبين، ربي يلقى السلميه، حنا طالبين سلميه، هذا واش انا طالبين. محمد وين تكلموا معاك وين بالضبط تصوروك في الفيديو هذا وتكلموا معاك وين؟ وين تكلموا معاك؟ وتسلموا معايا اسمها داوني اسمها ولا عليها يا ربي، جيت اسمها مخفر الشرطه؟ ركبونا بصح شهداء داونا. داونا ماشي غير انا، فينا بزاف، فينا داونا في دراريا، داونا في دراريا. قالوا لكم باللي راه نسجلوكم ولا لا؟ Voilà, donc il a été, lui et d'autres, arrêtés et au commissariat. Ce sont des policiers qui les ont filmés. Et ils les ont filmés, lui, il a été filmé pendant 22 minutes. Et ils ont coupé. Et même en coupant, ils ne sont pas arrivés à lui faire dire ce qu'ils ont affirmé. Voilà. Eux, ils ont dit, il nous a déclaré que le Hirak a été infiltré, que le Hirak Tadark, ce n'est pas le Hirak originel, etc. Et voilà. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas capables de manipuler. Ils sont incompétents en tout. Un commentaire sur ça? Vas-y. Oui, d'abord, bonsoir. Difficile à commenter. Oui, et puis surtout, c'est un peu de perte de temps de commenter des médiocrités et des médiocres comme cela. Voilà, donc je résumerai en le mot médiocrité fait par des médiocres. Voilà, tout simplement. Saïd Salhi, peut-être un commentaire sur cette autre arnaque médiatique de l'UNTV et de la police et des services de subversion, j'allais dire. Oui, effectivement, c'est vraiment grossier ce que nous avons vu hier, mais maintenant c'est un scénario qui n'arrête pas de se terminer. Enfin, ce qu'on a vu à l'UNTV hier était vraiment choquant, d'autant que nous avons eu à plusieurs reprises de dénoncer de telles pratiques. Aujourd'hui, l'UNTV n'est plus un organe d'information, un organe de service public, c'est devenu carrément un organe de propagande, de désinformation. Et au-delà de ce qu'on a vu à l'UNTV, tout d'abord, nous avons posé la question sur le plan de la légalité. De quel droit on prend des gens dans des commissariats et on les oblige à faire des déclarations, à être filmés? C'est vraiment un abus, c'est vraiment une atteinte grave d'abord à la dignité des personnes et même à des principes de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, cette campagne, au contraire, démasque vraiment le niveau, les intentions réelles du pouvoir en place. Je vais vous ajouter autre chose, on n'a pas vu seulement ça. Moi, j'ai eu des révélations de certaines hirakistes qui ont été arrêtés. Ils ont été aussi forcés de signer des engagements dans des commissariats pour ne plus participer dans les marches des Hirak. Beaucoup de hirakistes l'ont fait sous la contrainte. C'est aussi une autre atteinte justement au droit, une autre atteinte au droit des justiciables de manière générale. Aujourd'hui, nous assistons vraiment à une dérive grave, qui d'abord discrédite les institutions de l'État, qui discrédite les auteurs eux-mêmes. Aujourd'hui, au point où, c'est devenu la risée, vraiment, la risée nationale. Voilà ce que nous assistons presque chaque jour, chaque soir, nous assistons à un feuilleton vraiment de bas étage. Voilà, je m'excuse vraiment pour Merci. Alors, à l'approche des élections fatidiques pour le régime, parce que ça va beaucoup jouer peut-être contre lui, parce que c'est pour ça qu'il fait des mains et des pieds pour qu'elles se passent, pour qu'elles aient lieu, alors que du côté des électeurs, on est en train de dire massivement non, boycott. L'armée semble avoir perdu son sang-froid et nous a pondu un édito et trois autres articles absolument hallucinants d'hystérie. Curieusement, l'armée... l'état-major, les chefs de l'armée sont tombés à bras raccourcis sur les mouvements sociaux, sur les grèves, les accusant d'obéir à des agendas de la main étrangère. Et en même temps, ou juste après, curieusement, l'article est chez vous, est-ce que vous pouvez nous en lire le titre? Monsieur Tebboune réagit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit appel au dialogue avec les partenaires sociaux. Voilà. Au moment où l'armée donc stigmatise très très gravement
les mouvements sociaux. Monsieur le Président, qui semble avoir été écarté par l'armée qui s'est emparée de ses prérogatives, est en train d'appeler au dialogue social avec les partenaires sociaux. Je vous en prie, allez-y. Oui, déjà, en soi, déjà rien que le titre et la teneur de cet appel, c'est une diversion. Le problème de l'Algérie, avant tout, ce n'est pas un problème social, ce n'est pas un problème avec les syndicats ou les travailleurs, c'est un problème de légitimité. C'est un pouvoir qui tient les rênes et qui gouverne par la force et dont le peuple n'en veut plus. Donc voilà le problème. C'est un problème de légitimité. Là, il fait diversion sur le social. Ça, c'est la première remarque. Qu'on a à faire. Mais sinon, tu viens de le dire, c'est Jamaldine, le pouvoir il est complètement à la dérive. Pour moi, c'est la dernière ligne droite. Ça y est, ils ont les masques dont ils parlent qui sont tombés, c'est les siens d'abord. Hein. C'est les masques du pouvoir qui sont tombés un à un depuis le 22 février 2019. Et là, le dernier, il vient de tomber. Et voilà, donc ce qu'on peut dire de cet appel de Tebboune, il n'a aucune valeur, il est nul et non avenu. Les pompiers sont sortis pour leurs droits et les quelques corps sociaux, c'est pour leurs droits, mais c'est parce que c'est des urgences qui ne peuvent pas attendre. Mais le problème réel auquel ils devraient s'attaquer, c'est de répondre à l'appel du Hirak, c'est de répondre aux revendications du Hirak, ce qu'ils sont en train de faire avec plusieurs manœuvres dilatoires. On y reviendra, bien entendu. Et est-ce qu'à travers un tel appel, est-ce que Tebboune même, tout est légitime qu'il soit, est-ce qu'il ne pourrait pas amorcer une sorte de transition en commençant par les syndicats, par exemple? Venez, on discute, et puis on ira aux partenaires politiques, on ira aux représentants du Hirak. Peut-être que Si Jamaldine, je me fais l'avocat du diable. Hein. Oui, bien sûr, j'ai compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Je me suis trompé une seule fois de ce pouvoir. Sur ce pouvoir, ses intentions, sa volonté, sa politique, sa stratégie, ça remonte à juillet 95. Juillet 95. Plus jamais. Et quelle erreur aviez-vous fait? Quelle erreur? Une grande erreur j'avais faite. J'ai cru en sa volonté de négocier une issue, je dirais, de la crise des années 90. Vous parlez de Saint-Egidio un peu après Saint-Egidio, presque carrément, quand Zeloual était carrément impliqué dans des négociations, soi-disant, avec les chefs du FIS, etc. Alors, j'ai posé la question à un anthropologue, mais qui est un ami de l'Algérie. Maintenant, il est mort. C'est un grand monsieur qui a travaillé longtemps dans les pays d'Afrique du Sud. Je lui dis, voilà, regardez Le Monde, il dit que c'est juste parce qu'il y a la fête du 5 juillet, mais sinon, c'est acté, on va négocier. Il m'a dit, non, c'est pas possible, ils ne négocieront pas. Comment ça? Lui, il est étranger, c'est un Français, c'est Jean-Loup Herbert, monsieur Allah yarhamou. Il dit, non, ils ne vont pas négocier. Je dis, si, regardez tout concours, on a plein de signes, plein d'indices. Non, ils ne négocieront pas. Parce que leur pouvoir, leur richesse, leurs privilèges sont liés à leur pouvoir. S'ils perdent leur pouvoir, ils perdent leurs privilèges et tout. Donc, ils ne vont pas négocier. Et surtout que leur scandale pourrait ressortir à ce moment-là. Aussi. Donc, ça, c'est aussi une conséquence logique et qui va inhérente à leur perte de pouvoir. Donc, je plus jamais. Donc, est-ce que, pour répondre directement à la question maintenant, est-ce que c'est Tebboune veut, par le biais social, arriver aux politiques? Non. Tebboune, écoutez, ils sont capables, ils ont éliminé un homme en scène devant des milliers des millions des milliers peut-être qui étaient présents ou directement et des millions de l'assassinat du président Boudiaf en direct à la télé. À la télé, ils sont capables de tout. S'il était, je dirais, à 1 millimètre pas prêts d'appliquer leur politique et leurs directives et leurs, injonctions, ils vont l'écarter illico presto, en 2 secondes. Sinon, il sait ce qu'il attend. Donc, ils sont de mèche, Tebboune et la hiérarchie de l'armée. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre divergence d'opinion ou de position. Nordine Ossat, avant de donner la parole à Hakim, j'ai beaucoup apprécié en vous l'islamologue, l'imam, l'universitaire, le conférencier. Quand vous avez dit, rappelez-moi Herbert? Jean-Loup Herbert. Jean-Loup Herbert, qui n'est pas musulman, c'est magnifique.
J'ai Oui. adoré. Oui. Yatek Saha. Hakim Haddad, sur cette revue El Jeish, et un peu comme une réponse, cet appel de M. Tebboune au dialogue, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, je partage votre remarque à notre ami de Tarahum ala nas li mahomsh muslimin. Voilà, donc je fais mienne ces salutations et je salue au passage mon ami Salhi en Algérie et mon camarade. D'abord, je voudrais revenir très rapidement sur un exemple que vous avez cité, parce que c'est prêter au Hirak ce qu'est le Hirak. Vous avez dit tout à l'heure, dans une école, je ne sais plus laquelle, dans un quartier d'Alger ou d'Algérie de toute façon, des gens qui ont protesté et qui ont refusé. Des enseignantes qui ont refusé. En fait, ces pratiques-là existent depuis longtemps. Les pratiques des directrices ou des gens de l'académie ou des maires, des chefs d'entreprise, voilà, existe de faire pression sur les employés, sur les ouvriers. C'est ça la fraude aussi. Hein. C'est ça la fraude aussi. Ce qu'a apporté le Hirak, parmi les choses du Hirak, c'est que non, on ne veut plus. Oui. On ne veut plus. Et c'est bien aussi d'y aller, les manifestations, les grandes choses qui se passent, mais c'est aussi dans la société ce que le Hirak a enlevé comme peur et comme possibilité que les gens disent maintenant les choses, l'amma, de manière générale, qu'ils disent les choses. Et voilà, c'est un très bel exemple. Et je pense que c'est à mettre aussi à l'actif du Hirak. Mais c'est aussi un signe qui ne trompe pas que la fraude électorale a déjà commencé. Parce que ça, ce n'est pas un fait isolé. Ça se passe partout. Mais qui a douté? Ça se passe partout. Beaucoup de gens font pression sur leurs effectifs, sur leur personnel, sur leurs administrés, pour qu'ils signent des formulaires de candidature. Mais ça, c'est encore une fois, c'est depuis longtemps, c'est des pratiques très vieilles. Mais maintenant, les gens disent non, nous ne signons pas, et ils le divulguent et ils en parlent. Et ça fait partie des points positifs que nous devons aussi engranger, parce que la situation, surtout pour les gens au pays, est difficile. Deuxième remarque rapide, parce qu'il faut insister, sauf si on reviendra sur ça dans l'émission, ce que vient de dire l'ami Salhi. C'est quand même, ça monte dans l'échelle de la répression. Aller, c'est pas pour qu'on développe sur ce sujet, mais pour appuyer, c'est faire signer des papiers qui ne sont absolument pas, je crois, dans le cadre du droit et de la loi, de vouloir faire signer des papiers, non, qu'ils ne pourront plus aller manifester, Et ça ne se fait plus dans les tribunaux, ça ne se fait pas dans les tribunaux, où peut-être ça pourrait avoir la place, peut-être, mais dans les commissariats. Voilà, c'est donc ils en sont à inventer des choses qui nous montrent la situation dans laquelle est ce pouvoir, parce que la police, c'est quoi? Les tribunaux, l'appareil judiciaire, c'est quoi? Ils obéissent à des ordres, il faut le dire et le redire, des ordres du politique. Et le politique, c'est entre autres M. Tebboune. Voilà. Donc, ça monte en puissance et il faut dénoncer à l'intérieur du pays et à l'extérieur, bien évidemment, et de plus en plus, peut-être nous en reparlerons, ces exactions, même plus d'un autre âge, même avant dans les autres âges, ils ne faisaient pas ça. Quant à la question de M. Tebboune, moi je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire M. Aoussat, il n'y a pas de divergence entre, d'abord, M. Tebboune aurait pu, dès son arrivée à El Mouradia, ouvrir ses bras et ouvrir véritablement le dialogue avec les Algériens et les Algériennes, et comme ça vient d'être dit, d'abord et avant tout sur les questions politiques, et c'est ce que demande à travers les revendications du Hirak, parce que c'est d'abord et avant tout, et ça restera, tant que ce n'est pas réglé, ça restera toujours une question politique et un problème politique avant que ce soit un problème social. Donc il n'y a pas véritablement de dissension et de différences fondamentales. C'est un jeu de rôle qu'ils sont en train de jouer. Voilà. Et même s'il y avait des différences, encore une fois, comme ça vient d'être dit, de toute façon, il obéirait, le soldat Tebboune obéirait à l'état-major, voilà, ou sinon, sa fête sera faite. Voilà, donc, tout simplement, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un jeu de rôle. M. Tebboune aurait pu, depuis très longtemps, s'il avait eu la volonté politique et l'indépendance. L'image du mauvais et du bon flic, du méchant et du bon flic. Oui, mais les gens ne sont plus dupes.
Voilà, absolument, oui. Il ressasse les mêmes scénarios qu'auparavant, les mêmes scénarios avec des petits changements de forme que ce qu'on a vécu dans les années 90 à travers le NTV. Et vous ne croyez pas en un conflit en ce moment entre la junte et le président Non, Tebboune? moi je pense, comme on le dit depuis toujours, à chaque fois qu'il y a des chefs d'État, je ne vais pas citer tous ceux qui ont précédé, y compris Zerouel, il y a des dissensions, il y a des désaccords, effectivement, entre les différents clans du pouvoir. Ça leur arrive effectivement, et ça leur arrive régulièrement, et depuis la disparition d'un certain qui était appelé le cardinal d'un certain Arbi Belkhir, les dissensions sont de plus en plus, je dirais, poussées entre eux, parce que lui, un petit peu, arrivait à les mettre d'accord. Donc oui, il y a des dissensions, mais face aux revendications populaires, ils se mettent toujours d'accord contre les revendications populaires et contre l'intérêt de la population. Donc oui, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de différends entre eux, mais ce ne sont pas des différends qui seront, en tout cas, le moment venu, ils se mettent d'accord de toute façon, même si c'est l'un sur la tête de l'autre, pour que ce régime et tous ses clans en entier avancent à l'unisson contre nous, contre le peuple qui avance lui aussi à l'unisson. Et je reviendrai vers vous tout à l'heure pour nous dire ce que vous pensez des articles, et à M. Nordin aussi, des articles de la revue El Jeish, l'édito et les 3 autres articles. Saïd Salhi, donc sur ces sorties quelque peu curieuses d'une revue de l'armée, quasiment porte-parole de l'armée, qui nous livre des brûlots d'une hystérie absolument délirante, et de l'autre côté, un Tebboune qui apaise et qui appelle au dialogue avec les partenaires sociaux. Oui, tout d'abord, je profite pour saluer notre ami Hakim Haddad, voilà. Mais sinon, pour la sortie de la revue Jeish, il faut quand même rappeler, c'est pas la première fois que nous assistons à une telle incursion de l'armée, malheureusement, dans des champs qui ne la concernent pas directement, notamment sur ces questions sociales. Cela démontre encore une fois et donne raison encore une fois Irak et dans son approche justement, notamment la revendication du retrait de l'armée du politique. C'est la première lecture. La deuxième lecture, bien sûr que nous assistons aujourd'hui à des confusions, à parfois des contradictions dont certains voient un peu ce qu'on appelle le système. Il n'y a pas que seulement ça, il y a aussi la répression de la marche des agents de la protection civile. Pire que ça, il y a le licenciement de 230 agents de la protection civile au moment où Tebboune appelle au dialogue social. Mais bon, sur la question du dialogue social, encore une fois, c'est pas la première fois que nous entendons un tel appel. Il y a eu déjà des appels précédents, mais la crise est tellement profonde qu'aujourd'hui, même les acteurs sociaux ne croient plus justement à ce dialogue. Parce que, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté justement aujourd'hui de faire taire même les syndicats. Et nous avons bien entendu certaines voix du gouvernement carrément intimer les syndicats, sinon les menacer carrément de ne plus remettre sur la table de discussion les revendications sociales. Pour vous dire en fin de compte toute la confusion du pouvoir en place aujourd'hui. Mais comme vous le dites, peut-être, tout à fait d'accord avec Hakim quand il dit qu'il y a peut-être des distensions un peu au sommet, mais pour notre part, je pense que la lutte clanique, de toute façon, ne sera jamais au profit, ni du Irak, ni du peuple algérien de manière générale, ni même du changement souhaité. C'est vraiment malheureux de le dire, mais malheureusement, toutes les luttes claniques n'ont servi finalement qu'au pouvoir, qu'au système, qui arrive finalement à se mettre d'accord contre le Irak, contre les aspirations du changement du système de manière générale. Saïd Salhi, je parle au vice-président de la Ligue des droits de l'homme.
les réseaux sociaux se posent beaucoup de questions sur le militant Jamel Lalilesh, qui a été quasiment enlevé, présenté devant le procureur et mis sous mandat de dépôt. Mais personne ne sait pourquoi. Est-ce que vous avez une idée ? Personnellement, non, mais je vais vous dire, aujourd'hui, nous assistons à une escalade de la répression au point, je vous assure, qu'on n'arrive plus à suivre. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il y a une tendance manifeste justement à la répression tout azimut. C'est ce que nous avons vu à partir maintenant presque d'un mois. Bon, malheureusement, nous avons déjà vécu de tels scénarios à l'approche de chaque échéance électorale. Ce qui se passe pour Adidat, mais aussi pour d'autres aujourd'hui, est inquiétant. Aujourd'hui, voilà, nous avons beaucoup de cas d'activistes du Hirak qui sont arrêtés, qui sont poursuivis. D'ailleurs, je vais vous dire, ce qui s'est passé pour le scénario de l'UNTV nous interpelle tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous arrête, on vous prend votre téléphone et on cherche, voilà, dans votre téléphone, des chefs d'inculpation, enfin, des matières à inculpation. Pour vous dire que aujourd'hui, l'intention est claire, l'intention est de faire taire toutes les voix discordantes. L'intention aujourd'hui est d'en finir avec le Hirak et d'en finir avec toutes les voix qui portent cette aspiration du changement. Voilà, malheureusement, pour le cas, je vous le dis, le cas d'Alidat, on n'a pas plus d'informations que ce qui a été déjà révélé sur les réseaux sociaux ou par certains proches du prévenu. Très bien. Alors, Nordin Oussat, l'armée s'est emparée des prérogatives de l'exécutif. Elle est entrée dans le terrain social. Elle a osé qualifier ces mouvements sociaux d'outils de la main étrangère et leurs actions d'agenda de la main étrangère. Et elle a même laissé entendre qu'elle était prête à intervenir sur le terrain. Ça veut dire une armée qui intervient sur le terrain, ça veut dire c'est les chars, c'est la troupe qu'on donne. Vous pourriez penser que c'est anticonstitutionnel. Est-ce que vous le pensez? De quelle constitution? Ah là, parce que la Constitution, on va me ramener l'article 30 de la Constitution, parce que l'article 30 de la nouvelle Constitution lui donne le droit à cette armée de se comporter comme elle se comporte. Qui de plus? Qui de plus? Oui. Qui de plus? Donc, parce que depuis l'indépendance, ils se sont toujours assis, pour ne pas dire piétiner les constitutions, toutes les constitutions, ils les ont piétinées. Et cette constitution, maintenant, elle leur donne carrément le droit. Oui. Elle leur donne carrément le droit. Alors, je me permets, Nordin Oussat, de citer donc l'alinéa 4 de l'article 30 de cette nouvelle constitution qui est passée sous référendum, qui n'a pas été votée par le peuple algérien. Absolument. Regardez ce qu'elle dit, c'est clair, hein? Ouais. L'armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles. Ça veut dire que c'est un fourre-tout. Absolument. Les intérêts vitaux et stratégiques. Absolument. Demain, elle peut vous dire, oui, des pompiers qui font grève, ça touche aux intérêts vitaux et stratégiques. Absolument, absolument. Donc il ne manquait plus. Donc ce sera peut-être dans l'édito de l'Jeish du mois de juin, parce que dans le Jeish du mois de mai, on a quelque chose qui ressemble à cela, mais en pire, c'est que c'est une menace carrément. C'est le paragraphe 3 de la colonne 2 de l'édito de l'Jeish de ce mois de mai, Ramadan. En plus, l'annonce, ce n'est pas mai 2021, Ramadan 2021. Coïncident voilà, à la date. Coïncident, voilà. Mai 2021 et en arabe Ramadan, Jeish Adad Ramadan 2021. Quel Ramadan? Voilà. Le calendrier musulman. Voilà. Ouais. Et donc, dans lequel il y a une menace directe, si Jamaldine. Ouais. Les Algériens et les Algériennes devraient prendre ça au sérieux. Et nous le prenons au sérieux. Et là, je m'adresse directement à nos compatriotes, hommes et femmes algériens, qu'ils mettent le regard bien sur ce paragraphe où ils disent que tous ceux qui ont perdu la boussole de la patrie, qui se sont égarés, qui ne se retrouvent plus entre rêve et cauchemar, sachent que l'Algérie dispose d'une armée
que l'Algérie dispose d'une armée qui la protège et la défend, qui se sacrifie pour elle. C'est une annonce de guerre, ça. Ah oui. C'est une annonce de guerre. À qui? À qui? Un ennemi qui... ceux qui ont perdu la boussole de la patrie. Et qui sont ces gens qui ont perdu la boussole, soi-disant? Les hérakistes et les grévistes. Les hérakistes, les Algériens et les Algériennes. Donc l'armée algérienne menace le peuple algérien qui sort par centaines de milliers, voire par millions certains vendredis. Les menaces de quoi? Que nous avons une armée. Nous avons une armée, oui, pour protéger le pays, pour protéger le peuple, pas pour menacer le peuple. Donc cette armée, si Jamal el-Din, ils sont complètement... Je dirais, ce n'est pas l'armée, hein. Encore une fois. Quand on parle de l'armée, que tout le monde le sache, on ne parle pas de l'institution dans sa totalité et dans sa globalité. On parle de sa hiérarchie, de ceux qui sont aux commandes, de cette armée-là. Et c'est eux. Sinon, l'armée, la troupe, je dirais même jusqu'à un certain grade, je ne vais pas être plus précis. Même jusqu'au grade de général. Il y en a qui ne doivent pas être heureux dans cette situation. Qui sont braves, qui sont patriotes, qui sont pour, je dirais, sauver le pays, pour la démocratie, pour la souveraineté populaire, pour des élections claires, honnêtes et transparentes. Oui, des généraux qui sont pour cela. Moi, j'en ai connu, j'ai passé mon service militaire avec des gens braves dont je garde un très très bon souvenir du peu de contact que j'ai eu avec eux. Donc là, il y a une dérive totale dans cette armée. Et c'est vrai qu'ils ont perdu... Pour apporter de l'eau à votre moulin, vous avez vu la photo de la revue, la photo du magazine? Oui, la couverture. J'espère qu'on va nous la montrer, la couverture, la photo de couverture. J'ai vu un char et quelque chose Un char comme en ça. mouvement. Oui. Un char en mouvement. Ça veut dire en position de guerre, quoi, en position de combat. Non, mais... regardez. Non, mais c'est clair. Et regardez. Disponibilité extrême. Et en rouge, qu'est-ce qui est écrit? Non, mais le titre, regarde. Oui. Préparation au combat. Préparation au combat, disponibilité extrême. C'est ça veut dommage. dire la guerre, comme vous êtes en train de dire. Wallah, je suis triste, si Jamal el-Din. Wallah, je suis triste. Il faut qu'on le sache, les Algériens le sachent. Je suis triste. Que cette armée qui nous a volé l'indépendance, qui nous a volé l'istiqlal, on arrive à 2021, alors qu'il y a 3 générations qui sont déjà passées à qui on a volé l'istiqlal, on menace leurs enfants, leurs petits-enfants. Oui. On est la 3e génération de l'istiqlal, c'est Jamal el-Din. La 3e génération de l'istiqlal. Oui. Et on menace les enfants, on menace, et encore, il y a même des moujahidines qui sont dans les manifs. Au nom des chouhada, de la révolution, de la patrie. C'est grave en même temps, je dirais, après cette émotion. Voilà, j'ai le sourire aussi. J'ai aussi le sourire parce que ce sont des signes qui ne trompent pas. Oui. Voilà, ce sont des signes qui ne trompent pas. Froidement, sereinement, tranquillement, je dirais même mécaniquement, si on analyse tout cela, tous ces signes, la pétition, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi une pétition. Oui. On va en parler. Jamila Poupacha. C'est ça qui m'a étonné. À la tête. Allez, on y reviendra. Tous les autres signataires, c'est pas important. On y reviendra. Mais Jamila Poupacha qui signe un truc, moi, ça m'a étonné. Mais le contenu. Peut-être qu'elle n'a pas compris le contenu, peut-être qu'on ne lui a pas... À savoir. Donc, ce sont des signes qui ne trompent pas. Oui. Tenons bon, Inch'Allah, la victoire du peuple algérien, de la nation algérienne contre les usurpateurs du pouvoir, elle est là à l'issue de ce combat, Inch'Allah. Inch'Allah. Hakim Haddad. Oui, d'abord, je ne peux qu'adhérer à ce qui vient d'être dit, y compris qu'à l'intérieur de l'institution militaire, il y a bien évidemment des hommes et des femmes nobles qui sont rentrés dans l'armée pour différentes raisons, mais en tout cas pas pour celle d'écraser le peuple dont ils font partie. C'est la première chose. Et qu'il y a aussi effectivement des sous-officiers, des officiers très probablement, et certains d'entre eux croupissent en ce moment en prison, et je pense particulièrement au général à la retraite Rdiri, voilà, qui croupit en ce moment en prison sans jugement depuis bientôt 2 ans et demi. Donc oui, je pense que c'est évident qu'il y a dans une armée aussi importante en termes de nombre des gens. Alors, je ne veux pas... voilà, mais... pourquoi pas
Pensez à un 25 avril aussi, à un 25 avril portugais, voilà, j'assume le fait d'avoir dit ça, voilà, et n'allons pas plus loin, mais pourquoi pas, que chacun fasse aussi son rôle. Concernant cet éditorial de la revue Le Jaish, qui est en fait, je le dis pour ceux qui nous écouteraient et qui ne sauraient pas, mais ça m'étonnerait, qui est le porte-parole, de la même manière qu'il y a Jarid al-Mujahid, le journal Mujahid et le journal Shab al-Arabiya, il y a c'est la voix officielle quasiment de l'état-major de l'armée. Mais on n'en est pas à la première si on revient à, je veux dire, aussi effectivement et surtout avec la une que vous avez montrée, violente intervention qui est la leur, que ce soit dans leurs écrits ou dans le visuel, la photo que vous avez montrée, mais on n'en est pas à la première. Des éditos comme celui-là, il y en a eu il y a encore quelques semaines, quelques mois, juste quelques mois, là, dans les 6 mois, que je ne me rappelle pas exactement, où il traitait les gens qui continueraient à manifester, donc le Hirak, donc les Algériennes et les Algériens, de tous les noms d'oiseaux, voilà, et qu'il y avait bien évidemment à l'intérieur des accusations et bien évidemment des menaces. Donc nous n'en sommes pas c'est pas la première pour cet éditorial. Par contre, et ils sont encore une fois dans leur rôle. C'est la voix de ceux qui, de certains généraux, de certains généraux d'actifs qui, voilà, qui forment une l'ossature ou une bonne partie de l'ossature de ce pouvoir et de ce régime. Mais moi, je dis il y a les services. Bien évidemment. Les services également, aussi, hein, le DRS. Également, bien évidemment. Ce que nous continuons d'appeler le DRS. Bien évidemment, également. Mais ceci montre une chose, 2 petits rapides points que je voudrais mettre en avance, montre une chose encore une fois, mais je ne vais pas insister parce que tout le monde est en train de le dire et à juste titre, c'est qu'ils sont acculés, de plus en plus acculés, et que maintenant, on va voir de plus en plus, ils sont de plus en plus dans une situation qui les dérange et qui va les déranger de plus en plus. Je compte et j'ai foi et j'ai confiance dans le Hirak et dans les Algériens de l'intérieur et de l'extérieur pour qu'ils soient mis de plus en plus dos au mur. Mais ils vont aller de plus en plus dans ce genre de situation. Il faut le savoir. Parce qu'ils sont aux abois. Il faut aussi s'y préparer. Parce qu'ils n'ont plus d'alternative. Ils sont aux abois. Ils sont aux abois, ils sont acculés. La situation est de plus en plus bancale, je dirais, excusez-moi cette expression, pour eux, mais ils ne vont pas lâcher et pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. Quand on dit ils sont acculés, ça ne veut pas dire que c'est demain ou après-demain ou dans une semaine la grande victoire. Et là où, à mon avis, il faut aussi mettre le doigt, c'est sur ils vont tout faire, la politique de la terre brûlée, voilà, j'ose dire Comment expliquez-vous ils vont tout faire, tout ce que nous sommes en train de vivre avec le NTV, avec cet éditorial, avec la répression dont a parlé Saïd et que nous connaissons tous, etc. Ils vont aller de plus en plus loin. Ils vont aller de plus en plus loin. Ils ne lâcheront pas le morceau aussi facilement. Et comment expliquez-vous que des généraux à la retraite, qui ne sont plus donc sur le tableau de bord, par exemple Toufiq Medienne, le général de corps d'armée Medienne, et le général Nazar, tous les deux à la retraite, tous les deux passés par la case prison ou du moins le mandat d'arrêt international, Interpol, etc., soient à la manœuvre. Ils sont sur le tableau de bord, ils sont à la commande. En ce moment, ils font partie des grands décideurs de la junte, de l'oligarchie militaire. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le lendemain du 12 décembre, où ils ont essayé de faire croire qu'il y avait une nouvelle Algérie. Il n'y a pas de nouvelle Algérie, c'est le même régime, c'est le même pouvoir, c'est les mêmes hommes et c'est les mêmes hommes qui sont aux commandes et qui manipulent. Alors aujourd'hui, c'est Medienne Toufiq, demain c'est Nazar, après-demain ce sera le retour encore une fois de Medienne Toufiq et le surlendemain encore une fois. Donc c'est un même régime. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des dissensions binatom, des guerres même binatom, des guerres dont la population paye les conséquences. Par ailleurs, je rappelle brièvement les années 90, c'était aussi, il y avait des guerres entre eux, mais c'est nous qui payons les guerres. Donc il y a des problèmes entre eux, il y a des dissensions, mais à l'arrivée, ils sont tous unis, comme nous, encore une fois, la population et le peuple est uni pour les faire partir. Donc, parce qu'il y va de leur survie. Donc, c'est encore une fois des jeux de rôle et
les noms que vous avez cités ou plein d'autres noms. Aujourd'hui, on peut les entendre qu'ils ont été mis en prison ou qu'ils sont en fuite à l'étranger. Demain, ils sont de retour avec les fastes de gloire et honneur pour eux, qui n'est pas la gloire, la véritable gloire et la véritable honneur. Mais encore une fois, je voudrais vraiment insister parce que il y a eux, il y a le pouvoir, mais il faut que nous également, le Hirak en lui-même aussi se pose, ou au moins les Hirakistes, pour ne pas dire le Hirak, se posent la question et répondent à ces questions de comment dorénavant nous allons faire face à ce char où il nous est dit clairement qu'il va nous écraser. Moi, je me rappelle le char de la place Tiananmen, pour ceux qui ont un petit peu, 89, où les chars sont arrivés les uns derrière les autres, ou octobre 88. Donc, c'est bien clair. Voilà, c'est une menace, on ne peut plus. Il faut que nous puissions, à l'extérieur et à l'intérieur, ou à l'intérieur et à l'extérieur, aussi pouvoir répondre à ça et faire en sorte au moins un petit peu faire baisser cette répression qui tombe sur les nôtres au pays. Saïd Salhi, une question que j'ai posée à Nordina Oussat. L'armée est en train de s'ingérer directement dans la politique et même plus dans la gestion des mouvements sociaux, dans la gestion des manifestations populaires, mais dans la réalité des choses, ils sont en conformité avec la constitution du pays. Enfin, je devrais dire avec leur constitution, celle qui n'a pas été approuvé par le peuple algérien lors du dernier référendum. Vous vous rappelez du chiffre, hein? C'était combien? C'était 23%, je crois. 23, le taux de participation, c'est 23. Alors, avec le bourrage des urnes, ils ont difficilement réussi à atteindre les 23%. Donc, c'est une constitution qui n'est pas légale normalement sur le plan de l'éthique. Mais malgré tout, l'alinéa 4 de l'article 30 de leur constitution dit clairement, il stipule, l'armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles. Ça veut dire ce qu'ils sont en train de faire à travers les déclarations de la revue, c'est légal, c'est constitutionnel. Oui, bon, vous savez, pour la Constitution, bon, vous dites 23%, moi je dirais la Constitution a été rejetée à 86% du corps électoral. C'est 86%, parce que bon, moi j'ajoute aussi ceux qui ont voté non. Bien que bon, cette constitution, bon, pour notre part, nous l'avons dit, c'est une constitution illégitime de par le taux lui-même, le taux de rejet massif, un taux historique. Mais malheureusement, cette constitution a été imposée comme le reste de l'agenda du pouvoir, de toute la feuille de route du pouvoir qui a été imposé depuis juillet. Mais vous dites que l'armée s'est ingérée dans le social. Vous savez, bon, il faut revenir au problème premier, sinon le problème fondamental du régime algérien, celui qui a été même révélé par le Hirak. Nous parlons du régime, du système algérien, nous parlons du rôle de l'armée, nous parlons de l'injonction du militaire dans le politique, et ça c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond, voilà, et c'est une revendication du Hirak, une revendication centrale. L'édification d'un état de droit, la séparation du pouvoir, mais surtout, voilà, l'évacuation du militaire dans du politique. Le militaire doit revenir à ses missions, voilà, classiques, connues, universelles. Là, c'est un problème de fond. Donc aujourd'hui, c'est pas nouveau de voir, voilà, des militaires qui s'ingèrent dans le social, pratiquement, sinon réellement, ils s'ingèrent dans tout. Ils s'ingèrent dans le tout. Non, mais Saïd Saleh, du pouvoir réel. Excusez-moi. Pardon, Saïd Saleh. Jusque-là, ils ont toujours été les patrons, il n'y a pas de doute. Ils ont toujours été ceux qui désignent les présidents, ceux qui nomment les ambassadeurs, ceux qui font tout. Mais ils le faisaient en catimini, derrière une façade institutionnelle. Or, maintenant, rien ne les empêche de dire non, c'est nous les patrons, on fait de la politique, on n'est pas la grande muette, on s'exprime politiquement et on rentre dans le terrain et on le fait parce que la Constitution qui a été votée par le peuple algérien nous donne ce droit.
Tout à fait. Justement, c'est l'enjeu de la Constitution de novembre 2020. La Constitution de novembre 2020 voulait donner une légalité, une couverture légale au régime en place. Au régime en place, notamment, des prérogatives, de larges prérogatives au président, de larges prérogatives à l'institution militaire. C'est l'enjeu même de la Constitution en place. C'est clair. Je comprends bien ce que vous le dites. Mais seulement, moi, ce que je peux dire aujourd'hui sur la question, je pense que cela ne changera pas réellement. Les rapports de force et les faits. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que c'est la Silmiya et c'est l'union du Hirak qui gêne. Aujourd'hui, les élections qui approchent, Saïd Salhi. D'ailleurs, la revue El Jish le dit clairement. Elle dit que ces mouvements sociaux n'ont pour but que d'empêcher la tenue des élections. Tout à fait. Je dirais plus qu'aujourd'hui, on a l'impression, c'est comme si le pouvoir veut pousser au pourrissement. Il veut pousser même à la... Est-ce qu'on a perdu cette... Oui, poursuivez. On veut dévier à la confrontation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une tentation de pousser au pourrissement et à la confrontation. C'est-à-dire qu'on veut dévier le Hirak de... Saïd Salhi, je vous laisse entre les mains de la régie. Il y a un souci de communication de ligne téléphonique, le temps que vous arrangiez ça. Alors, l'armée qui menace comme ça, après on va passer aux élections proprement dites qui semblent inquiéter le régime à un point réellement... une petite intervention? Oui, juste parce que ça me paraît très important ce qu'était en train de dire Saïd Salhi. Vraiment, donc j'espère qu'il pourra revenir pour le dire. Mais ils sont en train de... Oui, effectivement, il faut se rendre compte qu'il y a aussi de la provocation. Ils sont en train de pousser au pourrissement pour qu'il y ait affrontement, pour qu'il puisse y avoir éventuellement affrontement, et particulièrement dans le centre du pays et la région de Kabylie, parce que la violence les arrange. Et vous pensez qu'il pourrait donner la troupe? Vous pensez qu'il pourrait aller jusqu'à ordonner à l'armée? Vous savez, on a vécu 88. Oui, mais et là, quand depuis 88, les choses ont changé. En 88, personne n'y croyait, mais la troupe, sur ordre, les ordres ont été donnés. Oui, mais les choses ont changé. Entre les années 88 et 90, j'ose espérer. Aujourd'hui, les militaires... Vous savez que dans l'armée, elle est constituée à 60% d'appelés, de réservistes. Oui. Sur les 572 000 à peu près à 600 000 soldats, il y a 60% d'appelés. Et les appelés, tout le monde le sait, ils sont massivement acquis au Hirak. Oui. On a même trouvé, on m'a rapporté des amis qu'ils ont trouvé dans des casernes des slogans du Hirak, écrits à la peinture. Ils ont fait des recherches, ils ont vu s'il y avait de la peinture dans les mains, pour vous dire qu'ils sont très inquiets de ce côté-là. Ils se disent, si jamais on donne la troupe, elle pourrait se retourner contre nous. Nous n'en arriverons pas là. Mais bien évidemment, je pense qu'au sein de cette troupe, tout le monde est oulad Chad, qui n'exécuteront pas les ordres. Mais il pourrait y en avoir 10, 15, 30, 100 qui exécuteraient ces ordres au milieu de milliers de personnes. Et bien, ça ferait des morts. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Et voilà, mais c'est très important, excusez-moi juste d'insister, avec cette stratégie, ils veulent aussi acculer peut-être les plus extrémistes, peut-être faire sortir des jeunes de leur silmiya, et j'espère et je pense que cette fois-ci ça ne marchera pas. Le seul objectif de ce pouvoir et de cet état-major, en tout cas les gens qui composent des décideurs de l'armée, veulent pousser à l'affrontement parce qu'ils ne savent gérer que par la violence. Ah oui. Et à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on a raison, il a raison Salhi, et que ne jamais suffisamment insister sur la silmiya parce que c'est notre meilleure arme et il ne faut pas qu'on tombe dans les provocations. Oui, une pépite déjà pour commencer. Donc le titre comment dirais-je, de la pétition, la soi-disant pétition, c'est contre la pétition qui soutient en quelque sorte le régime. Et qui soutient... Et qui est signée de 300 personnes à peu près. Je dirais mieux, qui soutient l'édito du mois d'avril de l'armée. 2021 de l'armée. Parce qu'il y a le mot pérennité,
donc le soutien, la défense de la pérennité de l'État, qu'on retrouve dans le titre de la pétition, contre toute démarche qui menace la pérennité et la stabilité de l'État. Oh là là, c'est du copier-coller. C'est du copier-coller de l'édito du mois d'avril, je suppose, ou mars, il est là. Et le titre de la pétition, plus la teneur du premier paragraphe qui renvoie presque mot à mot à l'édito. Donc c'est clair que cette pétition a été travaillée dans le laboratoire qui travaille les éditos de l'armée. Sinon, 2 points d'analyse, si Jamaldine. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre point auquel on ne prête pas assez attention. C'est que le pouvoir algérien, il est sous pression. Il est sous pression aussi de son allié français qui ne semble plus loyal comme il a été. Si, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si les téléspectateurs et les frères l'ont remarqué, il y a déjà le jour de l'annulation de la visite de Castex en Algérie, il y avait 2 pages dans le journal Le Figaro dans lequel on a exhumé le dossier des moines de Tibhirine avec une page presque entière, presque une grande page sur l'enquête qui n'a jamais été publiée. Mais c'était peut-être justement l'inverse de ce que vous êtes peut-être en train de dire. Oui. C'était peut-être pour soutenir Tebboune contre l'armée. Parce que l'affaire des moines de Tibhirine, c'était l'armée. Oui, c'est l'armée. C'est le DRS. Et moi, l'armée, c'était Et donc, aussi, façon de dire aux généraux, arrêtez d'inquiéter Tebboune, parce que sinon, on va vous ressortir l'affaire Tibhirine. Il y a ça, il y a cet article-là, donc il n'est pas tombé comme ça par hasard ce jour-là, ces 2 pages. Il y a la semaine dernière le journal Le Monde qui reprend sur 2 pages aussi les disparus de la guerre de libération, les disparus parmi les Français aussi. Et aussi un 3e point, c'est qu'il y a eu un engagement de Tebboune vis-à-vis de Macron que chacun charge son préposé pour la préparation d'un rapport sur la mémoire. Le rapport fait par la partie française est sorti, il est publié même en édition publique, livre, et il l'a transformé en livre, il l'a publié et rendu public. Et celui de l'Algérie a toujours rien. Le Chéri n'a rien produit, n'a rien pondu. Il n'a rien pondu, zéro. Le Chéri qui s'est contenté de dire que les archives ne sont pas consultables. Sinon, ça va être la pagaille. Ah non, ça c'est le pire. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est qu'au moment où la loi française a changé vis-à-vis de la levée de donc la confidentialité ou le scellé pour les archives, c'est du côté algérien maintenant qu'on dit non, gardez-les sous scellé. Toutes les archives ne sont pas consultables parce que ça pourrait mettre en péril des familles, des gens qui ont un passé. C'est honteux. 60 ans après qu'on en c'est comme ça. C'est comme cela, donc voilà. Alors, nous allons revenir vers Saïd Saleh que nous avons retrouvé, mais avant, nous allons regarder une image devant l'UNICEF de Paris, manifestation algérienne, des Algériens devant l'UNICEF. Pouvoir assassin, Macron complice. Pouvoir assassin, Macron complice. Pouvoir assassin, Macron complice. Pouvoir assassin, Macron complice. C'est en soutien à Saïd Chetouane, qui, rappelons-le, a été placé dans une prison pour mineurs. Un jeune de 15 ans. Un jeune de 15 ans et qui est en grève de la faim et dont les jours seraient en danger selon sa maman. Excusez-moi, c'est surtout qu'il a été placé dans un centre à des centaines de kilomètres, Borj Bouaredjit, sa maman et son papa étant à Alger. Voilà, donc c'est dire. Voilà, alors, juste pour dire que je crois qu'il y a une délégation qui a été reçue par la représentante effectivement de l'UNICEF France et qui ont discuté de ce cas, voilà. Mais derrière lequel il y a beaucoup d'autres cas, malheureusement. Alors, les élections, ce régime tient tellement ces élections, pour lui, elles sont tellement cruciales, tellement décisives, tellement déterminantes, qu'il fait feu de tout bois. Non seulement il tire sur tous ceux qui peuvent les empêcher éventuellement, non seulement il pénalise à un point incroyable les gens qui veulent empêcher les élections, comme cela s'est passé en Kabylie, allant jusqu'à menacer de 20 ans de prison quiconque. Mais en plus de ça, il essaye de faire peau neuve.
hein, de faire sa mue. Il met le RND et le FLN aux amendes. Il les met au placard à balai, dans le placard à balai. Et pire que ça, il a fait quelque chose d'absolument hallucinant. Il rejette la candidature de Baji, M. Baji. J'aimerais bien qu'on prépare sa photo. Baji du FLN. Oui, il a déposé sa candidature pour l'élection. On la lui a rejetée. Et pour une raison très, très humiliante pour le secrétaire général du FLN. Vous savez quoi? Vous avez échappé au service militaire. Vous n'avez pas accompli votre service militaire. Alors, et monsieur le secrétaire général par intérim de l'ONM, les Moujahidines, il dit c'est une honte et il prononce ce que tous les Algériens demandent depuis des décennies maintenant. Le FLN, on doit lui retirer le sigle qui doit être au musée. Ce FLN appartient à la mémoire des Algériens. Absolument. Et c'est dire combien ce régime, dans le même temps qu'il crée des associations par milliers, à qui il confie la mission de mobiliser pour les élections, à qui il donne un pactole, beaucoup d'argent. Il donne de l'argent à tous les candidats qui se présentent en indépendant. Et il n'y a pas que ça. Les parents des apparatchiks et des gens qui sont un peu dans les parages du régime ont tous présenté leurs enfants, leurs frangins, leurs voisins. Par exemple, Boujarra Sultani, plusieurs fois député et ministre sous Bouteflika, présente son fils. Abdelkader Benguerina présente son fils. Bouguetaya du FLN présente son fils. D'accord. Mais il y en a beaucoup qui présentent leurs frères, leurs fils. Paraît-il même, le monsieur du RND aurait présenté son fils. Et c'est dire que ils font feu de tout bois pour essayer de grossir les rangs, mais dans le même temps, ils sont en train de vouloir nous persuader à tout prix qu'ils sont vraiment l'Algérie nouvelle. Oui. Au point où Baji, le gars du FLN, on aurait pu lui dire non, ne présentez pas votre candidature. Oui. Ou alors gentiment, allez retirer votre candidature et dites que c'est vous qui avez changé d'avis. Non, il lui rejette officiellement avec un motif particulièrement accablant. Alors, à votre avis? Vas-y, tfaddal. Comme vous voulez. On en a un petit peu parlé avant l'émission. Moi, je pense que tout ça est un mauvais scénario, mais c'est un scénario. Je pense qu'à travers ça, alors peut-être que je leur prête trop d'intelligence qu'ils n'auraient pas, effectivement, mais ça me paraît réfléchi et que non, ils n'ont pas pu. Au contraire, ça pourrait les arranger, ou pense-t-il que ça les arrange, de rejeter la candidature de ce Badji et la candidature de secrétaire général du FLN, pour essayer de faire croire aux Algériennes et aux Algériens, avec leur fameuse phrase l'Algérie a changé, la nouvelle Algérie, que voilà, la nouvelle Algérie, il y a vraiment une nouvelle Algérie, puisque même le secrétaire général du FLN, la commission indépendante est en capacité de rejeter le dossier de candidature du secrétaire général du FLN. Je pense que moi, je le vois plus comme ça que pour essayer de faire croire aux Algériens qu'aujourd'hui, même le FLN peut être, ça pourrait être effectivement un coup de com', que même le FLN et même éventuellement le RND ou NES, les hachia du pouvoir, peuvent être rejetés. Moi, je ne crois pas du tout à ce que le secrétaire général quand même du FLN aille déposer un dossier. C'est pas juste lui tout seul, c'est pas un citoyen lambda comme chacun. Peut-être même qu'il l'aurait piégé. Il aurait demandé de présenter sa candidature pour pouvoir faire leur cinéma. Bien sûr. En tout cas, il y a un scénario. Il y aurait un scénario derrière ça, et je pense que c'est plus pour essayer de faire croire aux Algériens que voilà, l'Algérie a vraiment changé, puisque même le secrétaire général du FLN, on peut lui dire non, tu ne réponds pas aux lois, et rejeter son dossier. Mais encore une fois, les Algériennes et les Algériens ne sont plus dupes du tout, et ces élections, ça se voit
à la violence de leur répression de ces derniers jours, et encore une fois, qui malheureusement, j'espère me tromper totalement, mais qui va continuer. Cette violence ils sont encore plus acharnés que lors de la préparation du référendum du 1er novembre et lors de préparation du 12, justement parce que cette fois-ci, il n'y a plus rien. Si pour le 1er novembre, c'était 23% dit par eux, alors cette fois-ci, ils vont devoir à tout casser, dire 12 à 15% de participation. Ça veut dire que tout ça ne sert à rien et ils le savent, donc ils essayent de tirer les dernières cartouches. Mais encore une fois, faisons attention aux dernières cartouches. Commentaire sur ça, parce que nous devons passer sur le vendredi demain. Ah oui, très rapidement. Donc sur ça, moi je dirais qu'au-delà de la com, c'est pas que de la com, c'est une stratégie. Stratégie vieille comme la Chine, l'empereur et l'empire chinois. Hein. Donc c'est une stratégie millénaire qui se résume en 2 mots, sacrifier le péché pour garder le prunier. Sacrifier le péché, donc voilà. Ou autrement, et nous le jette en pâture, le pauvre. Voilà. Autrement dit, quand la situation ne permet plus de garder toutes les cartes en main, il faut savoir quel atout garder et de quelle carte se défausser. Vous êtes en train de nous parler aussi de Sellel et de Yahya et de tous ceux qui ont été jetés en prison. Bien sûr, c'est Jamaldine, c'est là où je veux en venir. C'est ce qui me permet de remonter jusqu'à Sellel et tous ceux qui sont en prison, qui sont leurs intimes amis et qui sont encore leurs partenaires, etc. Et nous souvenons aussi de les 3 priorités de Tebboune. Il a dit « N'kharraj min al-habs li rahum madloumin ». Il a dit je sortirai de prison ceux de l'Isaba qui ont été mis en prison. Et il a commencé par son fils. Mais il a commencé par son fils, il n'a pas pu aller plus loin parce qu'on a dû lui dire attends, on n'a pas encore fini. Il y a aussi les signes qui sont venus derrière, notamment le référendum sur la Constitution lui a apporté un démenti. Il y a, je dirais, une claque cinglante avec les fameux pourcentages très très bas. Donc il est acculé le pouvoir, la non-violence, pour terminer ce chapitre, et ou du moins on va parler de Madu Hirak, je le dirai dans la dernière... je vais donner l'occasion à Saïd Saïd de dire quelques mots sur ce point, et après on passera au Hirak, il ne reste plus beaucoup de temps malheureusement. Saïd Salhi. Oui, bon, concernant ce que vous avez évoqué, je suis totalement d'accord avec l'analyse de M. Haddad. Aujourd'hui, nous assistons à plusieurs scénarios, mais sinon, voilà, je pense que le peuple algérien n'est pas dupe, parce que quand vous parlez du FLN, quand vous parlez des élections prochaines, d'abord, la rue n'est pas dans cet agenda. La rue n'est pas dans cet agenda. Voilà, ces élections sont carrément délégitimées à l'avance, voilà, de par le processus lui-même, de par le climat politique aujourd'hui qui prévaut. Voilà, aujourd'hui, l'acte politique est criminalisé. Aujourd'hui, voilà, le minimum des libertés n'est pas acquis. Donc, on ne voit pas comment on va en parler d'une élection. Mais sinon, pour ce qui est du FLN, voilà, vous avez parlé de Badji, mais je rappelle qu'il y a 3 secrétaires généraux du FLN qui sont en prison. Oui. Moi, je pose la question. Et un autre en fuite. Tout à fait, un autre en fuite au Maroc. Mais moi, je pose la question, au-delà de la responsabilité pénale, je pose la question de la responsabilité politique et éthique. Ce qui implique une dissolution du FLN par voie légale. C'est ce qu'a demandé le secrétaire général de l'ONM. C'est pas la même chose. Je ne me situe pas sur ce plan-là. Je me situe sur le plan légal. Ce plan légal, un parti qui a régné pendant des décennies avec un résultat que tout le monde connaît aujourd'hui en termes justement de détournement de la volonté populaire, mais pas seulement détournement, mais aussi de détournement justement des biens et des richesses nationales et de la dilapidation de la richesse nationale.
nationale. Ce parti a une responsabilité pénale aussi. Ce qui implique aujourd'hui, je pense que ce que le pouvoir ne veut pas aujourd'hui ouvrir ce dossier-là, le dossier de la responsabilité des partis, justement, de ce qu'on appelle, du régime, ce qu'ils appellent eux-mêmes la Isaba, Alors, je ne sais pas comment on va arrêter le chef de la Isaba sans démanteler la Isaba elle-même, qui sont justement toutes ces organisations qui ont participé pendant des années justement à la dilapidation de la volonté populaire. Bien sûr que le FLN reste un patrimoine du peuple algérien. Je parle du FLN de la Révolution, du FLN 54-62. Mais à partir de 62, ce n'est plus le même parti. Et je me permets de vous interrompre, Saïd Sahi, il n'y a plus de temps, je suis vraiment, vraiment désolé. Merci à vous, merci. Merci beaucoup. Alors, une minute chacun. Demain, à Hirak, c'est le 116e. C'est le 116e vendredi, Inch'Allah, demain. Encore une fois, alhamdoulilah, je dirais, l'Algérien a découvert l'arme fatale, au sens propre, pas figuré, contre ce régime violent. C'est la non-violence, je dirais pas seulement la silmiya, la unfiya. C'est encore plus explicite que le pacifisme, c'est la non-violence. La non-violence, carrément, dont je rappelle très rapidement une étude qui vient d'être publiée, faite par 2 universitaires américaines. Pourquoi la résistance civile est efficace? Le pouvoir de la non-violence, une étude de 1900 jusqu'à 2006, ils ont analysé 323 mouvements de résistance et ils ont trouvé que tous les mouvements non violents, ils ont abouti à des résultats. Très très bien. Hakim Haddad en moins d'1 minute. Je suis désolé. Pas de problème. Silmiya, solidarité, l'unité, effectivement, et rester mobilisé. Il faut rester mobilisé. Alors c'est peut-être un peu facile pour nous qui sommes de ce côté-ci de la Méditerranée, vu ce qu'en court nos compatriotes. Je fais remarquer que vous êtes bloqué ici. Voilà, merci. Oui. Merci, monsieur Nouf, de le préciser. Effectivement, je ne réside pas habituellement ici, je suis bloqué depuis le mois de janvier. Donc unité, continuité du mouvement et du Hirak, le Silmiya, et continuer à y croire. Voilà. Parce que nous sommes sur la voie de la victoire. Merci beaucoup. Nous allons passer la photo de Jamal Alilech pour rappeler au souvenir des Algériens tout le militantisme de cet homme très estimé dans les réseaux sociaux, très estimé par les hirakistes d'Alger et qui ne rate jamais aucun Hirak, un homme rassembleur, pacifiste, qui se trouve dans les geôles du régime. Merci Hakim Haddad, merci à Nourdine Assad, merci à Saïd Salhi. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Silmiya, Khawa, Ghadwa, Jumu'ah 116, يعطيكم الصحة وصحة فطوركم.